bonsoir, merci d'être venu nous rejoindre au Café des Libraires. Ce sera le dernier plateau de cette journée de samedi. Vous savez que sur ce plateau, ce sont les libraires qui officient et moi je suis la maîtresse de maison. Je les accueille avec grand plaisir et je suis très contente d'accueillir, pour terminer cet après-midi, je suis contente d'accueillir une libraire parce qu'on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. On a surtout eu des hommes libraires. Morgane Steinmetz, bonjour et bienvenue, bienvenue à toi. Tu as commencé ton apprentissage ici à Vincennes, à la librairie 1000 pages, et puis maintenant tu officies dans la librairie L'Utopie, rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e. Tu y es responsable. Elle est jeune, hein, pourtant. Eh ben, elle est responsable de la littérature, des beaux-arts et de la vie pratique. Bravo. Tu vas nous présenter un plateau qui s'intitule « Ce qui fait famille ». Alors, vous savez que ce n'est pas vraiment le thème du débat, mais on y vient quand même toujours. C'est souvent lié justement à ce que racontent les auteurs dans les livres donc on va vous présenter. Donc, construire une famille, ça ne va pas de soi. On en parlait encore tout à l'heure. Avoir des enfants, est-ce qu'il le faut ou pas, hein, voilà. Lorsque le couple se forme, l'arrivée des enfants peut venir bouleverser un équilibre, a fortiori lorsqu'une troisième personne vient s'ajouter au noyau existant. Rien de tel que le roman pour décortiquer la complexité de ce qui est à l'œuvre entre les membres d'une même famille, qu'on les choisit ou pas. Alors sur ce plateau, nous avons au milieu, je vais la présenter la première, Guadalupe Nettel, qui est originaire du Mexique, qui a partagé sa vie entre Mexico, Barcelone et Paris, qui est autrice de plusieurs livres de contes et recueils de nouvelles et de 3 romans. Elle est lauréate de nombreux prix littéraires, aussi bien en France qu'en Espagne et au Mexique. Elle a fait en France des études, elle a le titre de docteur en sciences du langage à l'école des hautes études en sciences sociales. Son premier roman a été publié par Actes Sud aussi. Il s'intitule L'Hôte. Et voilà. Et là, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule Oiseau rare, paru chez Dalva en février 2022 et qui a été traduit par Joséphine de Vis-Peller. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons avec nous Joyce Ménard, qui est autrice des romans Long Week-end, Les filles de l'ouragan, L'homme de la montagne, Les règles d'usage, De si bons amis et d'une autobiographie. Et devant moi, Le Monde, qui revenait sur sa liaison dévastatrice avec Salinger. On va parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule « Où vivaient les gens heureux ?» paru chez Philippe Ray en août 2021, qui a été traduit par Florence Lévy-Paolini. Je crois que je voulais dire... Alors, oui, je voulais dire quand même que vous avez obtenu le prix en 2021, le Grand Prix de la littérature américaine, pour ce livre-là, dont nous allons parler, et il fallait quand même le préciser. 2 autres de vos livres ont été adaptés aussi au cinéma. Voilà. Alors, et puis qui n'ai-je pas présenté? Je n'ai pas présenté encore J. Courtney-Sullivan, qui est là-bas, à côté de Valérie Merle, qui va la traduire. Je reviendrai tout à l'heure. Je n'ai pas présenté Meredith Sofer, qui va traduire Joyce Ménard. Donc Valérie Merle, qui est une traductrice professionnelle aussi. Donc, J. Courtney-Sullivan est romancière. On lui doit Les Débutantes et Men, qui furent de grands succès dans le monde entier et qui ont conquis plus d'1 demi-million de lecteurs en France. Là, on va parler d'un livre qui s'intitule Les affinités sélectives, paru chez Les Escales en mai 2022 et qui a été traduit par Caroline Bouette. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit et grand temps que ça se termine la journée parce que je commence à bafouiller lamentablement et je vous demande pardon. À toi de jouer.
Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce plateau du coup 100% féminin. Grand plaisir pour moi de vous accueillir toutes les trois. Je voudrais commencer par dire un mot de chacun de vos livres pour les présenter pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Donc Joyce Maynard, votre roman Où vivaient les gens heureux raconte le destin d'Éléonore de son entrée dans l'âge adulte jusqu'à une cinquantaine d'années plus tard, on va dire, donc la famille qu'elle va créer avec Cam et leurs 3 enfants qui vont naître de cette union. Et puis ça s'appelle Où vivaient les gens heureux parce qu'il y a un lien très particulier avec le lieu dans lequel ils vont créer cette famille. J'en dirai pas plus parce que après il faut pas non plus dévoiler toute l'intrigue. Guadalupe Nettel, pour l'Oiseau rare, vous nous parlez de 2 amies qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants au départ, et puis l'une d'elles change d'avis. Et cette entrée dans la maternité va se faire un petit peu dans la douleur et va poser aussi beaucoup de questions à la narratrice qui est donc l'amie de Alina et qui s'appelle Laura. On reviendra sur les liens qui les unissent toutes les deux tout à l'heure. Et puis vous, J. Courtney Sullivan, vous nous présentez aussi 2 femmes aux trajectoires très très différentes dans les affinités sélectives, Elisabeth et Sam. Elisabeth qui est une toute jeune maman qui a dû quitter Brooklyn pour une petite ville de province à son grand drame et qui va nouer un lien très fort avec sa babysitter Sam, dont on verra qu'elle va jouer un rôle très particulier dans cette entrée dans la maternité elle aussi. Du coup, j'ai prévu de poser 3 questions qui s'adresseront à vous 3 parce qu'il y a des liens évidents entre vos héroïnes et puis entre ce qui va leur arriver dans cet apprentissage de la maternité. Et la première question que je pose est, comme notre sujet c'est ce qui fait famille, c'est vraiment ce CEUX qui font famille, donc à commencer par la mère qui est toujours celle qui est au centre de vos récits. C'est à hauteur de ses yeux qu'on va lire ces 3 romans. Donc j'aimerais que vous nous les présentiez et puis que vous nous parliez un petit peu surtout des enjeux que représente la maternité pour elles, que ce soit dans leur corps, dans leur activité, dans le fait de réussir à continuer à vivre en tant que femme et à ne pas se perdre dans cette nouvelle expérience. C'est vraiment tout l'enjeu qui sépare les 2 amies de votre récit et Guadalupe Nettel. Donc si vous voulez peut-être commencer par nous présenter vos héroïnes, puisqu'elles sont 2, même si elles ne sont pas toutes les 2 mères, je pense que c'est intéressant d'en parler de Laura et Alina pour chacune d'elles, si vous voulez bien. Okay, merci pour cette présentation et bonsoir à tous et à toutes. Pour répondre à la question, je crois qu'il n'y a pas uniquement que 2 héroïnes dans ce roman-là. Il y en a une troisième, oui. Oui, au moins. Mais c'est définitivement un roman qui se pose beaucoup de questions par rapport à la maternité. J'ai commencé à écrire ce roman à partir de l'expérience d'une amie très proche qui a eu du mal déjà à concevoir et quand elle était au 8e mois de grossesse, on lui a annoncé que son bébé n'allait pas survivre à l'accouchement, qu'en fait il n'y avait aucune possibilité de sauver cet enfant, que c'était vraiment perdu et que juste après l'accouchement, 2-3 heures après l'accouchement, peut-être moins, l'enfant mourrait inévitablement. Et donc, c'était une tragédie à laquelle, bien sûr, elle ne s'y attendait pas. Et plusieurs années après, mettons 2 ans après cet annoncement, j'ai commencé à écrire l'histoire de cette famille, parce que c'est vraiment une histoire qui m'a inspirée énormément, qui est une histoire aussi de résilience, de comment, à partir d'une tragédie, une famille est arrivée à se reconstituer dans des circonstances que très peu de gens auraient pu, gérer. Et donc, j'en dirai pas plus, en tout cas pas tout de suite, mais c'est ça qui m'a inspirée. Après, l'idée de la maternité, les questions par rapport à qu'est-ce qu'être mère. Est-ce qu'on est mère de quelqu'un qui n'est pas encore né? Est-ce qu'on est mère si notre enfant est déjà décédé?
Est-ce qu'on est mère si on a adopté quelqu'un? Est-ce qu'on est mère si on occupe cette fonction, même si on n'a pas mis au monde quelqu'un d'autre? Et bien d'autres questions qui se sont posées autour de ça. Et donc votre personnage, enfin vos deux personnages principaux qui sont Laura et Alina, elles ont toutes les deux une conception différente de la maternité. Et pour Alina, au départ, vous le dites, c'est une vraie souffrance, mais finalement, elle va réussir à apprivoiser ce rôle de mère auquel elle croyait devoir renoncer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui elles sont toutes les deux et ce qui les lie? Oui, bien sûr. Moi, je suis moi-même mère de 2 enfants, mais je voulais que la narratrice de ce livre soit quelqu'un de différent. Je voulais que ce soit une femme qui soit contre la maternité, que le point de départ soit la décision que prennent beaucoup de femmes de ne pas devenir mère, non pas parce qu'elles sont contre les enfants ou elles détestent les enfants ni quoi que ce soit, mais parce qu'elles sont contre la façon dont la maternité est pratiquée dans cette société. La limite à la liberté, le poids ou la charge qui revient presque uniquement aux femmes. Le livre, il faut bien le dire, il est situé au Mexique. C'est un roman situé à Mexico et un tout petit peu en province, mais surtout à Mexico. Et donc, c'est cette société-là que je parle, qui est un peu comme la société française, mais beaucoup plus extrême. Donc, des choses qui ont déjà été réfléchies et résolues ici n'ont pas encore été résolues là-bas. Aussi, pour revenir à votre question, parce que c'est Laura, la narratrice, donc, elle est contre la maternité et elle expose plein de raisons et un questionnement qui se font toutes ces femmes qui décident que finalement, au moins dans cette vie-là, elles ne vont pas devenir mères. Et puis cette autre fille qui change d'avis et qui fait tout ce qu'il y a au niveau de la médecine oui, toutes les ressources, elle déploie toutes les ressources possibles pour enfanter et qui se voit face à une réalité qui n'est pas du tout celle qu'elle s'attendait, parce que normalement quand on parle de la maternité, souvent c'est le moment le plus épanoui dans la vie d'une femme, le moment de bonheur total, le moment où on accomplit sa fonction biologique et qui devrait nous porter au nu normalement. Et comme vous le savez sans doute, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais encore moins dans des cas très difficiles qui existent aussi et desquels on n'a pas l'habitude d'en parler. Je vais en venir à vous, Joyce Ménard, parce qu'il y a des liens évidents entre la maternité chez Guadalupe Lettel et la maternité dans votre récit et dans l'expérience d'Éléonore, puisqu'elle va avoir 3 enfants très différents qui vont la questionner en tant que mère et en tant que femme, chacun à leur manière. C'est une héroïne assez complexe que vous avez choisi de mettre en scène dans votre dernier roman. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots? Bien. Au premier, pardonnez-moi, je voudrais parler en français, même que mon français n'est pas très parfait. C'est formidable. Bien. Alors, il faut parler le micro. Non, il marche le micro? Bon, alors prenez le mien. Très bien. Pardonnez-moi mon français, c'est un peu rustique, mais je voudrais essayer. Bien. Éléonore, c'est une femme de mon âge, de tous les âges de roman, pendant que le roman commence dans les 1970 jusqu'à 1010. Bien, elle était jeune à commencement du roman, même que
comme moi à cette époque. Et c'était époque aux États-Unis de seconde vague du féminisme, mais pour elle est professionnelle et artiste, écrivain, mais à cause de sa propre expérience de famille, sa but central, c'était d'avoir famille et d'être un parti d'une famille heureuse, parce qu'elle n'avait jamais connu cette chose. Et elle n'est pas moi, mais j'avais aussi cette expérience. J'ai commencé mon carrière très jeune, 18 ans, mais pour moi, le plus important toujours était d'être un parti d'une famille. Bien, elle s'est tombée en amour avec un artiste très romantique. Ils habitent comme moi à ce moment aux fermes en New Hampshire, un petit État. Et ils ont eu 3 enfants. Comme moi aussi. Naturellement, tout le monde est différent, comme toujours. On ne veut pas que tous les enfants sont les mêmes, mais c'est une surprise. Et une tragédie est arrivée dans la famille. Et elle blâme. Elle blâme, très bien. Elle blâme son mari pour cette tragédie qui s'est passée avec un des enfants. Et elle est devenue très... What was that word, bitter? Aigrie. Elle ne pouvait pas forgive. Se pardonner. Son mari. Et ça a fait un effet toxique dans leur mariage. Et peu à peu, le mariage est cassé. Mais l'histoire n'est pas terminée à ce moment. Et continue. Et même comme dans ma propre vie, mon mariage... Merci à Dieu que le tragédie n'est pas passé dans ma propre vie, mais je connais bien l'expérience d'être angry, bitter. Aigri, oui. Aigri, oui. Alors, elle est une femme qui voulait plus que son carrière, plus que tous, la famille. Et dans mon langage, on dit quand on a un divorce, que la famille s'est rompue, broken home. Vous connaissez broken home. Et j'ai écouté ces mots. C'était des mots très durs, très pénibles. Elles se sont très responsables pour ne pas avoir l'opportunité de donner à ces enfants la famille de ses rêves. Comme presque toutes nos vies, les enfants ne sont devenus exactement comme ses rêves. Un est changé des tragédies. L'un a décidé qu'une fille ne se sent comme fille. Et elle a fait la transition. C'est très difficile pour cette mère de voir la fille, de perdre sa fille. Même que après
quelque temps, elle a réalisé que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est mieux pour la fille. Ça, ce n'est pas là, au centre de cette histoire, seulement comme tous nos vies contiennent beaucoup de petites histoires, ou pas petites, grandes histoires de famille. Et au fin, on suit la famille jusqu'au point que Eleanor n'est pas jeune comme moi. Elle avait comme 55 années. Je suis plus vieille. Mais elle a quitté son her bitterness. Elle est plus Aigrie, et elle a découvert le concept de forgiveness. Le pardon, oui. Oui. Oui, Non, oui. il n'est pas ouvert. Oui. on va faire entrer J. Oui. Courtney Sullivan dans la conversation parce qu'on ne sait pas encore de quoi elle va parler. Qui est Elisabeth, finalement, qui est un personnage assez différent, puisque c'est une femme qui vient d'une famille très aisée, même si elle refuse cet héritage, donc elle est un peu contre sa propre famille à elle, et elle essaye d'en créer une autre sur un nouveau modèle, et elle va donc devoir se confronter à ces questions de l'héritage quand on est soi-même en train de faire famille. Donc voilà, si vous voulez bien nous présenter Elisabeth, et peut-être aussi Sam, qui est la deuxième voix de votre récit, même si elle n'est pas mère, elle a un rôle capital dans ce récit. C'est une femme aussi qui s'interroge beaucoup sur son avenir de potentielle mère peut-être un jour. Well, now I feel especially bad for not speaking French, so I'm very sorry. I'm dazzled by these two, though. So Sam, in my book, she is the babysitter. She is finishing college. She's about to enter into her adult life. And she strikes up this very intense friendship with Elizabeth, who is the mother of the child she's caring for. And when I was a senior in college, I was a babysitter. I had worked as a nanny in London for a year. I came back to finish college, and I worked for a family who had just one brand new baby, and the mother had just left New York City for the country. And we were friends. We didn't have as much drama and intrigue as the women in the book do. It wasn't quite as juicy, but still, I was more friendly with her than I ever had been with another mother who was also my employer. She very much, should I stop talking so you can translate and then I'll keep going? Okay. Vous avez un micro, vous aussi. Voilà. Donc en fait, je suis désolée parce que je suis très impressionnée par les deux personnes ici qui ont parlé français, et donc je suis vraiment désolée moi-même de ne pas parler français. Donc Sam, c'est dans mon livre, elle est nounou, babysitter. Elle est à la fac et elle-même, elle entre dans la vie. Elle est au début de sa vie d'adulte. Et elle commence à avoir une relation très intense avec Elisabeth, qui est la mère de l'enfant dont elle s'occupe. Et en fait, ça correspond à peu près à ma vie moi-même, puisque quand j'étais ma dernière année à la fac, j'étais aussi babysitter. J'ai passé 1 an à Londres où je travaillais comme fille au père dans une famille. Et ensuite, je suis rentrée aux États-Unis pour reprendre la fac. Et là, j'ai travaillé pour une famille qui avait juste un enfant qui venait de quitter la ville de New York pour partir dans une plus petite ville. Et moi aussi, j'étais assez amie avec la mère de la famille, bien que ma relation d'amitié avec la mère de famille n'était pas aussi intense et pleine de rebondissements que dans mon livre. Mais j'avais quand même une certaine relation d'amitié avec cette femme. And so this woman whose child I cared for, I think in a lot of ways she very much put me on the path to moving to New York, becoming a writer, and kind of moving into the world she was moving out of. And
maybe, you know, we were in touch for about a year, and then she got pregnant with twins. So then she had 3 really little babies, and we never talked again because she was probably just very busy. There was no scandal, as there is in the book. But maybe 10 years later, I was back at my college to give a talk on one of my books. And I came out of this hall where I'd been reading and, you know, went to the crosswalk, and I'm standing there, and this big SUV pulls up, and driving it is this woman who really had put me on my path, whose children I had cared for. And I'm waving. She has no idea who I am. And so this night I went home to New York, and I was telling a friend this story who's also a novelist, and she said, oh, you should turn that into the first scene of a novel. But I didn't really know what that novel would be. I knew what I could say from the point of view of this younger woman, but not the mother. And it was when, many years later, when I was pregnant with my first child, I suddenly thought of this again and thought, I want to revisit that, because in many ways this novel is kind of a conversation with my younger self. And, you know, as I've gotten older, becoming more the mentor than the mentee as well in friendships with younger women. I remember, you know, telling a young woman in New York, we went to a restaurant, and she said, all the waitresses are models here, you know, they're so beautiful. And I said, oh yes, it's always been like that, even when I moved here 10 years ago. And she was like, really, that long ago it was like that? And it just felt like suddenly I had become this dinosaur. But yes. Oui, donc en fait, cette femme dont je m'occupais de son enfant, et donc elle, en fait, d'une certaine manière, elle m'a mis sur la voie. J'ai finalement suivi un peu la voie inverse d'elle, c'est-à-dire que c'est elle finalement qui m'a incité à aller à New York et devenir auteure moi-même, parce que finalement, j'avais envie de rentrer dans le monde d'où elle venait, dont elle sortait elle-même. Et finalement, c'est elle, d'une certaine manière, qui m'a montré la voie, mais en sens inverse. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Après, elle a eu des jumeaux, ce qui fait qu'elle avait 3 enfants en bas âge. Et finalement, après, on ne s'est jamais reparlé. Mais ce n'est pas comme dans mon livre. C'est pas certainement parce qu'elle était très occupée. Il n'y a pas eu toute une histoire comme dans mon livre où il y a une raison pour laquelle, à la fin, les 2 héroïnes ne se parlent plus. Mais en fait, j'ai vraiment vécu la situation où je suis retournée, moi, dans mon université 10 ans après l'avoir quittée. Je venais de participer à une table ronde au sujet de mon livre. Et puis, j'étais au carrefour, au croisement. Et tout d'un coup, il y a cette grosse voiture qui arrive avec une femme dans la voiture et des enfants à l'arrière. Et du coup, moi, j'étais là, je l'ai reconnue, j'ai vu que c'était elle. Et je lui ai fait signe, j'ai essayé d'attirer son attention et je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait absolument aucune idée de qui j'étais. Elle me reconnaissait absolument pas du tout. Après, je suis rentrée à New York et j'ai parlé de ça avec une amie qui elle-même est auteure aussi, qui m'a dit, mais ça, c'est vraiment la première scène d'un livre. Et je me suis dit qu'effectivement, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment serait le livre et comment je pouvais parler du point de vue de la mère, parce que celui de la nounou, de la babysitter, je connaissais, mais celui de la mère, je ne connaissais pas. Et ensuite, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu envie de retourner en fait à cette scène. J'ai eu envie de reparler de ça, parce que je me suis rendu compte en parlant avec des jeunes femmes plus jeunes que en fait les rôles commençaient un peu à s'inverser, c'est-à-dire que ce n'était plus moi qui étais jeune, d'une certaine manière, c'était moi qui devenais un peu le modèle de ces jeunes femmes. Par exemple, une fois, j'étais dans un café à New York avec une jeune femme, et puis elle était très impressionnée. Elle m'a dit, oh là là, ici, regarde, toutes les serveuses, elles sont mannequins, elles sont super belles, etc. Et puis, elle était très impressionnée. Et moi, j'ai dit, oh bah oui, tu sais, il y a 10 ans, c'était déjà comme ça. Et elle m'a dit, ah bon, 10 ans, ça fait si longtemps que ça. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçue qu'effectivement, pour elle, 10 ans, c'était très long, mais pas pour moi, et que du coup, d'une certaine manière, moi-même, j'étais un peu devenue un dinosaure. On va revenir sur les livres. Ça, c'est les histoires de la vraie vie qui ont inspiré les livres. C'est important.
Oui, dans les livres, il n'y a pas que des femmes, puisque ces femmes qui font des enfants les font avec des hommes qui sont souvent un petit peu au second plan dans vos récits, mais qui font ce qu'ils peuvent, on va dire, pour accompagner leurs épouses. D'ailleurs, ce serait vraiment intéressant de nous les présenter, même si vous avez dit que leur couple se sépare. Joyce, Cam, il aide quand même beaucoup Eleanor à devenir la mère qu'elle est au départ. Et si elle a envie de maternité, c'est vraiment grâce à lui. Je ne m'intéresse beaucoup d'écrire des caractères seulement méchants. Au fond, je ne pense qu'il existe beaucoup de personnes qui sont seulement méchants. Et aussi, quelqu'un tient sa propre histoire. Mais Cam est un homme comme beaucoup d'hommes que j'ai connus. C'est possible, je me suis mariée avec un qui ne reconnaît sa responsabilité de parent comme la mère. Je ne sais pas si c'est ça à Paris, mais quand les enfants sont petits, ils sont des hommes qui disent I'm going to babysit my children. Moi, je vais garder les enfants pour aider. Oui, je vais garder les enfants. Les femmes ne jamais disent ça. I'm babysitting my children. Bien, et pardonnez-moi aux hommes, je suis amie des hommes, mais c'est tout le monde de différence. Je suis féministe, mais aussi je reconnais que c'est tout le monde qui tient ses propres histoires. Bien, Cam est artiste et est très gentil and fun. Il s'amuse beaucoup. No, he's fun with the children. Il amuse les enfants. Il amuse les enfants. Il est un homme très agréable, mais au fond, il n'est pas responsable. Et la tragédie du famille s'est passée parce qu'il n'attend bien aux enfants. Et après, c'est intéressant, Courtney, que we both have a babysitter in our story. Nous tous ensemble. Vous trois, en fait. Oui. Les babysitters sont les c'est ma prochaine question. remplacent les hommes, c'est possible. Mais le babysitter dans mon histoire, ça c'est pas important si vous n'avez pas lu, ne t'en fais pas, mais le babysitter ne garde seulement les enfants, au fin, Cam aussi. Et pour ça, il est parti. Mais il n'est pas méchant. Il est seulement un homme qui est un partie du culture des hommes, du mariage qui reste toujours. Peu à peu, je pense qu'il va changer avec les générations de vous deux, mais dans ma génération, et je peux voir beaucoup de femmes ici, les femmes toujours tiennent la responsabilité au premier et elles font les sacrifices. Oui, c'est aussi le cas dans votre roman, Courtney Sullivan, même si Andrew est un mari un peu plus présent, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, même si... So maybe 30 seconds ago, there was a man who just walked out the door with a double stroller with 2 small children in it, and that was my husband. I've been here, I know, too bad he left. I've been here a few days, and he flew overnight with our kids from Boston last night, and they just arrived. So I don't know that I can speak ill of husbands right now. But I will say, I think, the husband in my book, he's a bit
lost and he's a bit unsure of his role. And I think when I was writing this book, I was pregnant and then I had a newborn, and the first 6 months of my son's life, I really didn't have time to sit down and write chapters or sentences, but I was taking notes all the time and putting them in my phone into an email. If there are writers in the room, I think this is a good little trick. When you don't have time to write, the subject line of the email was always babysitter, because I knew I was going to write this book. And I would just dash off any little thing, and it was usually in the middle of the night when I was nursing or whatever it was. And after 6 months, I finally had childcare for the first time, and I started writing, and I was able to go into my email and just search the word babysitter, and I had left myself this trail of breadcrumbs, notes over 6 months of what the experience had been. All of my books, besides this one, have involved a great deal of research, and this one didn't. And I think it's because the research I was doing was my own life. I felt like I was learning a new language every single day. I think parenthood, there are many, many different ways of being a father, of course, but I think once the kids are a little older, it's different, but right in those early days, which is what I was writing about, I think for a lot of men, even if they want to be involved, best case scenario, they can feel a little bit outside of it because there's just this profound thing happening between mother and child. And, I've seen a lot of men struggle with this. They want to be helpful. I remember my husband was always vacuuming when my friends came over to meet my baby, and they'd say, "Why is he still vacuuming?" And I'd say, "Because I think he wants to do something, but what can he do? I'm just breastfeeding all the time." I think, this sort of notion of fatherhood is changing a lot, and we're starting to talk about maternal mental health a lot in the US, which I think is great. And I think there's a conversation to be had about paternal mental health as well, because it's a huge identity shift for men too. Bon courage, Valérie. Sorry. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez remarqué, mais 30 secondes avant que je commence à parler, il y a un homme qui est sorti, qui poussait une poussette double avec 2 enfants. C'est mon mari. Et donc du coup, moi je suis arrivée il y a quelques jours déjà. Lui, il est arrivé de Boston hier soir, ils viennent juste d'arriver. Du coup, je me sens un peu mal à l'aise de dire du mal des enfants, des maris, pardon. Donc je vais vous parler du mari dans mon livre. Andrew, il est un peu perdu, il n'est pas sûr de son rôle. Et en fait, moi, quand j'étais enceinte, quand j'ai eu mon bébé, et puis dans les 6 premiers mois de sa vie, j'avais pas le temps d'écrire des phrases en entier. Mais ce que je faisais, en fait, c'est que je prenais des notes dans mon email, dans mon courrier électronique, et je mettais en titre, en objet, je mettais babysitter. D'ailleurs, ça, c'est un bon truc pour dans la salle, si jamais il y a des gens qui veulent devenir écrivains. C'est pour prendre des notes, vous écrivez un email et vous mettez en objet l'objet de votre livre. Donc, pour moi, c'était babysitter. Et donc, toutes les nuits, en fait, quand j'étais debout avec le bébé, pendant environ 6 mois, je prenais des notes comme ça, de cette manière-là. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai enfin eu une nounou. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai fait une recherche dans mes propres emails. Et ça m'a permis de retrouver toutes ces petites miettes que je m'étais laissées des notes que j'avais prises de cette manière, de ma propre expérience. En fait, dans pour mes autres livres, j'avais fait énormément de recherches, mais pour celui-là, non. Parce que finalement, les recherches que je faisais, c'était ma propre vie. C'était finalement, j'avais l'impression que j'étais en train d'apprendre une langue nouvelle tous les jours. Donc, pour ce qui est du père, en fait, il y a plein de manières différentes d'être un père. Finalement,
quand l'enfant a grandi, c'est un peu différent. Mais ce qui est difficile, c'est pour le père dès le premier jour, parce que il faut qu'il se sent un petit peu à l'extérieur, il faut qu'il trouve sa place. Et pour la mère, c'est un peu différent, parce qu'elle a tout de suite un rapport très proche avec son enfant. Et pour les hommes, c'est différent. Ils veulent aider. Par exemple, j'avais des amis qui venaient à la maison et qui me disaient, mais pourquoi ton mari il est encore en train de passer l'aspirateur? Je disais, mais c'est parce qu'en fait, il a envie de faire quelque chose, il a envie d'aider, il ne sait pas quoi faire. Moi, je suis tout le temps en train d'allaiter et lui, il veut essayer de faire ça. Donc, pour ce qui est du concept de père, ce qu'on peut dire, c'est qu'il change. Il est en train de changer. En fait, aux États-Unis, on parle beaucoup de la santé mentale des mères, ce qui me semble être une bonne chose. Mais je pense que c'est important aussi qu'on parle de la santé mentale des pères, puisque c'est une identité différente qui est en train d'émerger pour les hommes. Et donc on va en venir à vous, Guadalupe Nettel. Dans votre roman, il y a deux figures de père, on va dire. La première évidente, c'est le mari de Alina, qui est Aurelio. Lui est un père très présent et qui est vraiment une épaule pour sa femme et qui essaie de l'accompagner du mieux possible dans cette tragédie. Et à côté, il y a aussi une histoire qui se déroule avec la narratrice qui se prend d'amitié pour son petit voisin, dont le père, lui, est absent et qui a été un père violent. Donc dans votre roman, il y a une vraie opposition sur ces deux modèles de paternité. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui. D'abord, je voudrais dire que pour moi, ce roman a été différent des autres. Enfin, chaque livre est toujours différent, bien sûr. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé un processus qui est différent de celle que j'avais utilisée auparavant. C'est-à-dire que j'ai commencé par me baser sur une histoire réelle, celle de mon ami donc, et puis je l'ai entourée d'histoires fictionnelles. Et pour commencer le livre, j'ai demandé d'abord à mon amie si elle était d'accord que j'écrive son histoire, et j'allais la chercher à son travail des matins, et on se mettait en face, dans le café qui est en face de la galerie où elle travaille, et je lui posais des questions, je l'ai interviewée. Et c'est la première fois que je travaille comme ça. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'interviewe le père, c'est-à-dire le personnage sur lequel est basé Aurelio. Et donc, je l'ai interviewé lui aussi. Il n'est pas si présent dans le roman parce que après les romans, ça a une logique propre. C'est comme une sorte de force qui tire d'un côté. Et même si je voulais l'inclure, parfois je sentais que le roman le repoussait. Mais beaucoup des choses qu'il m'a racontées sont aussi incluses dans le roman. Notamment un épisode où il croit que sa fille, sa petite fille va mourir ce soir-là. Et il rentre dans le berceau pour serrer sa fille dans ses bras. Et j'aimais beaucoup l'image de cet homme qui était en pyjama, comme ça, en position fétale, accroché à son enfant qui allait mourir. Et ça, c'est quelque chose que lui, il m'a raconté que je ne sais même pas si elle était au courant à ce moment-là, quoi. Puis d'autres chansons qu'il écoutait au moment où tout ça se passait. Et puis le père de Nicolas, donc le mari de Doris, il n'est pas basé sur un personnage que je connaisse forcément, mais il incarne beaucoup d'hommes, notamment d'hommes mexicains, qui sont violents avec leurs femmes, mais pas assez violents pour que la femme elle décide de les quitter. Et donc je voulais parler de cette dynamique très toxique, de cette ambiance qui s'empare des familles où il y a de la violence domestique. Et tout ça, on ne le dit pas depuis le début, c'est petit à petit qu'on le comprend. C'est pas parce que Doris, elle a été très très touchée, mais elle en avait honte, comme beaucoup de femmes, parce qu'elles savent que c'est quelque chose d'inadmissible qu'elles sont en train de consentir, entre guillemets. Et donc, c'est un des mystères qui se dévoile que je vous ai déjà révélé. Mais il y en a d'autres.
Bon, je crois que ça va être un peu court pour ma troisième question, mais sachez que dans ces 3 romans, il y a 3 babysitters qui sont des personnages très importants pour les mères et aussi pour les pères d'ailleurs, à certains égards. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose. Je crois qu'on va rajouter. s'arrêter là parce que je voudrais quand même que vous alliez signer vos livres tout à l'heure et peut-être poursuivre la conversation avec les personnes qui seraient intéressées d'une manière plus intime. Et puis je pense que déjà, là, on a l'eau à la bouche. On a envie de les lire, ces livres, de découvrir un petit peu ces babysitters, ces 3 babysitters qui ont un rôle important, ces mères, ces pères, etc. Donc, je vous invite à les découvrir dans les livres. Oiseau rare, paru chez Dalva en février 22, traduit par Joséphine de Wispalaer pour Guadalupe Nettel. Celui de Courtney Sullivan, Les affinités sélectives, paru aux Escales, mai 2022, traduit par Caroline Bouet. Et puis celui de Joyce Ménard, qui s'intitule « Où vivaient les gens heureux », paru chez Philippe Ray en août 21, traduit par Florence Lévy-Paolini. Je remercie beaucoup Morgane Steinmetz d'avoir animé ce plateau et je remercie beaucoup nos traductrices aussi. Meredith, elle n'a pas eu grand-chose à faire, mais elle a soufflé des petits mots de temps en temps. Voilà. Et puis aussi Valérie Merle, voilà, qui a un gros travail de traduction, d'interprétariat. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre présence.